Entretien au cœur du débat. Entretien, un débat de haut vol sur Média 2 Africa. Entretien, c'est avec Jean-Marie Watonsi. Mason Ewing est camerounais. Il a été blessé, déchiré par le décès d'une mère partie à la fleur de l'âge, un père américain qu'il n'a pratiquement pas connu, un oncle et une tante acariâtres. Les instantanés de son enfance, un véritable film d'horreur. Bonsoir Ewing et merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, à force de passion, de foi et d'abnégation au travail, vous êtes un modèle. Dans l'extrait que nous avons vu passer en début d'émission, la rupture avec votre mère a coïncidé avec une vie cauchemardesque à votre arrivée en France. Alors, lorsque vous quittez le Cameroun, vous voyez, hein, vous avez toutes des capacités visuelles, mais alors, la vie que vous menez lorsque vous arrivez chez votre oncle et votre tante, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Bien sûr. Alors, quand je suis arrivé, déjà, quand je suis arrivé en France, effectivement, je voyais. Parce qu'au Cameroun, je n'avais pas de handicap, je n'avais aucun problème de vue. Tout était nickel, comme on va dire, voilà. Donc, j'avais pas de soucis. Sauf que malheureusement, en arrivant chez ma famille, chez les Koala, donc pendant plusieurs années où j'ai vécu chez eux, mais ils m'ont fait des choses assez atroces. Déjà, c'est vrai que quand je suis arrivé en janvier 89, quand on était emménagé à Choisy-le-Roi, j'avais 6 ans et demi. Il y a des choses qui se sont passées qui m'ont surpris. Par exemple, quand on ne pouvait pas manger à notre faim, alors qu'au Cameroun, je mange à ma faim. Parce que les gens pensent souvent que ce qui m'est arrivé, c'est parce que ma mère, par exemple, ma famille, j'étais pas heureux au Cameroun parce que je mourais de faim ou parce que j'avais pas d'amour, alors que c'est totalement faux. Au Cameroun, j'étais heureux. On a grand-mère me donnait tout l'amour, j'avais de quoi manger, j'avais pas de problème de souci on n'avait pas de souci d'argent. C'est quand je suis arrivé en France que j'ai découvert vraiment la misère. En fait, la misère pour moi, parce que mon ma tante, ils vivaient très bien, mangeaient à leur faim. Et moi, malheureusement, ben, j'avais le droit, j'étais puni souvent. Parfois, ils me mettaient à genoux, les bras tendus. Voilà, que d'autres fois, c'était des piments dans les yeux. D'autres fois, ils me battaient vraiment avec des massues, des ceintures. C'était vraiment assez atroce. Et ça a duré quand même très longtemps. Alors, pendant tout ce temps, est-ce qu'au niveau de justement de la France, les voisins, ils se sont pas rendus compte qu'il y avait un enfant qui souffrait? Comment est-ce que ça s'est passé avec votre oncle et votre tante? Est-ce que la justice ne s'est pas mêlée de cette situation? Alors, déjà, pour parler des voisins, moi, je dis souvent aux gens, vous savez qu'il fallait leur demander parce que j'ai l'impression qu'ils faisaient tous semblant de ne pas entendre. Parce que quand on entend des enfants hurler, crier, parce que j'ai dit des enfants, parce qu'on était deux. Voilà, et parce que mon oncle et ma tante, ils avaient, en fait, Lucien et Cola, il avait sa nièce qui s'appelait Anne-Carine, voilà, qui venait du Cameroun, voilà, qui venait de Bonapriso. Il l'avait emmenée en France, et ma tante, Jeannette et Cola, était partie me chercher moi à la rue Pau. Donc ça fait que quand je suis arrivé en France en janvier 89, j'ai retrouvé une autre fille qui s'appelait Anne-Carine, qui avait 2 ans de plus que moi. Donc quand on était battus, je pense que les gens nous entendaient, mais ils faisaient la sourde oreille tout simplement. Donc parce que moi, ça m'a toujours surpris que jamais personne n'a eu l'idée d'appeler la police. Voilà, j'ai jamais vu la police venir chez nous, à part quand mon oncle et ma tante se battaient, et qu'ils se battaient à cause d'une histoire parce qu'ils avaient bu, parce que comme ils aimaient l'alcool, ben, ça arrivait souvent que ben, la voix montait fort. Et bien là, comme par hasard, la police venait. C'est tout. Sinon, malheureusement, non. La police n'est jamais venue pour nous. Et à côté de ça, concernant la police, non, ils n'ont jamais été là. Il y a plein de choses qui se sont passées chez les Koalas. Ils auraient pu faire quelque chose. Malheureusement, ils n'ont jamais rien fait. Et quand vous dites il y a plein de choses qui se sont passées, quoi, par exemple? Par exemple, il y a une époque, Anne-Karine, avant qu'elle retourne à Douala, voilà, parce qu'Anne-Karine, on va dire, pas à son âme, puisque malheureusement, elle est décédée, elle est morte à 28 ans à cause de sa propre famille. Donc, c'est triste. Alors, Anne-Karine, quand elle était en France, eh ben, un jour, elle est partie chez une de nos amies. Et comme mon oncle Lucien, quand elle est partie la chercher, elle avait tellement peur de son oncle. Qu'est-ce qu'elle a fait? La première chose le réflexe qu'elle a eu, c'est heureusement que cette fille qui s'appelait Nathalie, c'était des sœurs, Nathalie et Karine, elles habitaient au premier étage. Donc, ma cousine Anne-Karine, elle a sauté du premier étage afin de fuir nos bourreaux, parce qu'elle avait tellement peur de Lucien et voilà que
Elle a décidé de prendre la fuite et de passer par la fenêtre en sautant du premier étage. Et heureusement qu'elle n'a rien reçu du tout. Ça, par exemple, c'est une des choses qui s'est passée. Et ce jour-là, elle était partie en fugue parce que elle a tellement eu peur qu'elle a marché pendant des heures pour faire Ponto-Combo, de Ponto-Combo à Coulommiers. Elle s'est fait retrouver par la police. La police n'a pas trouvé ça bizarre. Ils l'ont ramenée chez mon oncle et ma tante. Et puis, autre chose, ma tante, justement, Jeannette École, j'ai une de mes cousines qui s'appelle Agnès Ebele, qui est camerounaise. Elle vivait chez eux un moment, donc avec nous. Ma tante l'a poussée du deuxième étage. Et la police, c'est moi qui ai retrouvé le corps. Et la police est venue, pareil. Et il n'y a pas grand-chose qui a été fait. En même temps, la police française, sans être méchant, ils en ont rien à faire. Pourquoi ça les intéressait? Ça les aura pas intéressés. On était noirs. Et la situation des noirs, c'est pas ce qui les intéresse vraiment. Oui, mais à quel moment exactement vous perdez la vue? Et comment ça se passe pour que vous perdiez cette vue-là? Je perds la vue en 96 parce que pendant des années, ben, pendant toutes ces années où ils m'ont fait tous ces tortures, parce que ça a duré quand même tout le temps, presque tous les jours, ils me battaient, ils prenaient ma tête, ils tapaient contre le carrelage de la salle de bain, contre le bord de la baignoire. Des fois, parfois, je dormais, ma tante, elle arrivait, elle m'assommait avec une massue, ils me tapaient avec des barres de fer, alors que je n'avais que 6 ans. Et c'est vrai qu'à 6 ans, on dit toujours que le crâne d'un enfant n'est pas encore formé. Donc pendant 6 ans, toutes ces choses-là qui m'ont fait en mettant du piment dans les yeux, parce que ma tante m'écartait souvent les yeux, elle me mettait beaucoup de piment, la purée de piment, parce que le piment camerounais, il est très fort. Elle m'étalait ça partout, sur les yeux, sur le sexe, et avec tout ça, pendant toutes ces années, ben, un jour, j'ai commencé à avoir des douleurs aux yeux, à avoir des problèmes, et on savait pas d'où ça venait, des champignons qui me poussaient dans les yeux, et puis un jour, j'ai fait une crise d'épilepsie et je suis tombé dans le coma. Et voilà, et là, je suis tombé dans le coma pendant 3 semaines. Et à mon réveil, ben, j'ai appris que ben, j'étais décédé dans le coma et qu'en fait, voilà, ben, on pensait que je m'en sortirais pas, ben, j'étais mort en fait. Et puis, on sait pas pourquoi, je suis revenu à la vie. Bon, alors, cela dit, Mason, en 2004, votre tante Jeannette et votre oncle Lucien Ekwala sont condamnés à 15 ans de prison avec sursis, mais pas de réparation. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ces parents tortionnaires n'écopent pas d'une sanction beaucoup plus grande que ça, beaucoup plus grave que celle-là? Comment vous expliquez ça? Ben, déjà, c'est pas 15 ans, c'est 15 mois avec sursis. En fait, ils ont pris que 15 mois avec sursis et 4 500 € de dommages-intérêts. Déjà, les un an et quelques de sursis, je trouve que c'était rien. Après tout ce qu'ils m'avaient fait, tout ce qu'ils nous avaient fait. Et après, les 4 500 €, bah, je les ai jamais vus. Bah, moi, c'était pas l'argent qui m'intéressait. Moi, ce que j'avais juste envie, c'est d'être reconnu et qu'ils me disent pardon, qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et la justice n'a pas été de mon côté. Elle n'a pas été de mon côté, pourquoi? Parce que, en plus, le pire, c'est que ma tante s'était fait arrêter, et son mari, Lucien Ekwala, il était en cavale, il avait été recherché par Interpol, et ils l'ont rattrapé quelques jours avant le procès, et c'est triste, il n'a pas été en prison. Alors que, il nous avait fait des choses, il y avait pas mal de témoins, il y avait beaucoup de gens qui sont venus témoigner, et beaucoup de gens qui avaient assisté à ce qui nous est arrivé, mais c'est comme ça la justice française. Voilà, donc Lucien et Jeannette Ekwala sont sortis libres. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas regretté. Parce que moi, j'ai essayé d'aller justement les voir quelques années plus tard, au moins en espérant qu'ils diraient on est désolé. Mais ils m'ont dit non. Clairement, qu'ils regrettaient pas ce qu'ils ont fait, que c'était bien fait, que je n'ai que ce que je méritais, c'était bien que j'ai pas de la vue. Voilà. Alors, quand vous partez du Cameroun, c'est d'une rupture qu'il s'agit. Sur le plan nomastique, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui justifie le fait que vous partiez de Cyril Elon, qui était votre nom, à Messon-et-Wing? Pourquoi ce changement de nom? Il n'y a pas eu de changement. En fait, je m'appelle Mécène Cyril Elan Ewing. C'est parce que, tout Ah, simplement, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de colère envers mon père. Parce que ma tante, donc Jeannette Ekwala, qui m'a fait venir en France, m'a dit beaucoup de choses sur mon père qui étaient très négativement. Que mon père ne m'aimait pas, que mon père m'avait abandonné, et que mon père ne voulait pas de moi. Alors que c'est vrai, quand j'étais au Cameroun, mon père, je le voyais. Mon père, il me prenait les week-ends, je passais du temps avec lui, avec ma mère, tout ça. Mais quand je suis arrivé, vu que j'étais un enfant, on dit toujours qu'un enfant est manipulable. Donc j'avoue, j'ai cru à ce qu'on m'a dit. Donc pendant des années, j'ai détesté mon père. Donc j'ai pas voulu entendre parler
Mason Ewing, j'ai pas voulu entendre parler de mon père, j'ai préféré garder le nom de ma mère. En fait, parce que ma mère, pour moi, c'était tout. C'est vrai que ma mère, ça a tout été l'amour de ma vie. Et la fois où on m'a dit que j'allais venir, j'allais partir en France, pour moi, aller en France, c'était aller au ciel. Parce que pour moi, je pensais que j'allais retrouver ma mère. Alors que pas du tout. Donc c'est pour ça que, effectivement, pendant des années, je n'ai plus entendre parler du nom de mon père. Donc je l'ai repris quand j'ai fini par retrouver mon père et j'ai découvert les vérités. Découvert que c'était pas du tout vrai, que mon père ne m'avait jamais abandonné, que c'est ma tante qui avait tout fait justement pour que mon père ne sache pas où j'étais et qui même il a envoyé de l'argent. Voilà, j'ai appris beaucoup de vérités. Voilà. Malheureusement, j'ai pas pu le voir vraiment physiquement puisqu'après il est décédé, mais au moins avant de partir, j'ai pu connaître certaines vérités.